Considération désobligeante. En illustre compagnie. On prétend qu'il n'y a plus, aujourd'hui, d'œuvres de grande dimension, et que les écrivains n'ont plus de souffle. N'en disputons pas. Mais si nous essayons une fois de retourner cette phrase et de supposer que les lecteurs allemands ne savent plus lire, ne voit-on pas croître selon une progression géométrique, avec la longueur de ce qu'on lit, surtout s'il s'agit de véritables œuvres, une résistance jusqu'ici inexpliquée, qui ne se confond pas avec le déplaisir, comme si la porte par laquelle un livre doit entrer en nous était coincée, verrouillée. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la lecture n'est plus un état naturel, mais une activité suspecte. Si l'on remonte aux sources en épiant les conversations, on apprend que le lecteur, le bon lecteur, celui qui ne laisse pas passer un seul livre important et qui consacre les génies du jour et de l'époque, on apprend que même ce lecteur-là est généralement tout prêt à se parjurer et à reconnaître, pour peu qu'il se heurte à quelque résistance, que le génie qu'il célèbre, à parler sérieusement, n'en est peut-être pas un, et qu'il n'y a sans doute plus aujourd'hui de génie authentique. Cette expérience n'est nullement particulière aux belles lettres. Que la médecine se dénature, que les mathématiques s'égarent, que la philosophie ait perdu le sens de sa tâche, voilà ce qu'on entend dire à tout bout de champ aux profanes, parlant des spécialistes. Et comme chaque spécialiste est profane en des centaines d'autres spécialités, cela donne un total impressionnant de reproches. Il est évidemment difficile de définir au centimètre près la grandeur des écrivains, penseurs et chercheurs actuels. Aussi bien ne s'agit-il nullement de cela, dans ce phénomène dont le principe ressemble beaucoup, au fond, à celui d'un jeu d'enfant bien connu, Pierre le Noir. Celui que l'écrivain juge décevant, ce n'est pas lui, ce sont toujours les autres, chercheurs, penseurs, techniciens et autres phares, qui, à leur tour, en jugent de même. Bref, le pessimisme culturel qui semble peser aujourd'hui sur tout le monde est toujours, par principe, au compte des autres. Et, pour nous résumer sans embâge, l'homme comme consommateur de culture est sourdement mécontent de l'homme comme producteur de culture. Fait étrangement compatible, néanmoins, avec son contraire. Car, si l'on entend souvent déplorer qu'il n'y ait plus de vrais génies, on peut constater tout aussi souvent qu'il n'y a plus que cela. Quand on feuillette pendant quelque temps les pages critiques de nos journaux et de nos revues, on ne peut qu'être stupéfait du nombre de prophètes bouleversants, de grands et profonds maîtres qui surgissent en l'espace de quelques mois. Que de fois, en si peu de temps, aura-t-on pu s'écrier « Enfin un poète authentique !» Que de fois aura-t-on écrit la plus belle histoire de Bête et le meilleur roman de ces 10 dernières années. Quelques semaines plus tard, c'est à peine si quelqu'un se souvient encore de cette impression ineffaçable. On notera également que presque tous ces jugements naissent dans des cercles absolument étanches. Ils sont le fait d'éditeurs, d'auteurs, de critiques, de journaux, de lecteurs et de succès associés qui ne vont pas au-delà du cercle qu'ils constituent. Et tous ces cercles, petits ou grands, dont les proportions peuvent être celles d'un caprice ou d'un parti politique, ont leur génie ou, tout au moins, leur unique en son genre. Il est vrai qu'autour des personnalités les plus en vue, tous ces cercles n'en font plus qu'un, mais cela ne doit pas faire illusion. Il semble que la vraie grandeur ne puisse être méconnue et trouve toujours une nation pour l'accueillir. En réalité, le succès d'une certaine ampleur a des parents formels accordés, car on admire moins ceux qui apportent quelque chose à tous ceux qui laissent à chacun le sien. Et, de même que la gloire est un mélange, ses favoris sont une société fort mêlée. Si on ne les limite pas aux belles lettres, leur portrait de groupe devient tout à fait imposant. Car le cercle, la chapelle, l'école ou même les succès plus amples autour de tel ou tel créateur exerçant une activité intellectuelle reconnue ne sont rien comparés à l'infinité de sectes qui attendent le salut des régimes à base de cerises, du développement du théâtre en plein air, de la gymnastique rythmique, de l'eau biotique ou de toute autre extravagance. Le nombre de ces Roms est infini, chacun ayant son pape, parfaitement inconnu des non-initiés, mais de qui les initiés se promettent la rédemption du monde. Toute l'Allemagne grouille aussi de teams intellectuels, et de toute l'Allemagne, où d'illustres chercheurs ne peuvent vivre sans activité professorale et où les meilleurs écrivains en sont réduits à colporter des feuilletons,
De toute cette Allemagne affluent vers ces innombrables demi-fous les subventions et les appuis nécessaires au développement de leur dada, à l'impression de leurs livres et au lancement de leurs revues. Ainsi paraissait-il annuellement en Allemagne, avant la crise, plus de 1000 revues et plus de 30 000 livres nouveaux, où l'on a voulu voir la preuve éclatante de sa prospérité intellectuelle. Il est malheureusement beaucoup plus vraisemblable qu'il s'agissait d'un symptôme, négligé sur le moment, d'un délire d'influence en plein développement. Des milliers de groupuscules, atteints de ce mal, suspendaient la vie, chacun de son côté à une autre idée fixe. De sorte qu'il ne faudra pas s'étonner si les paranoïaques authentiques n'arrivent bientôt plus à lutter contre la concurrence des amateurs.